13h30. Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvillon. Aujourd'hui, ne tirez pas sur le photographe de Richard Deming. Sa chambre noire, presque parfaitement insonorisée, Mark Corey entendait le grincement de l'ascenseur qui conduisait à l'appartement en terrasse. Il faudrait qu'il aille se plaindre lui-même au gérant de l'immeuble. Un loyer de $1,200 par mois et dire que sa femme était trop timide pour oser se plaindre du bruit de l'ascenseur. C'est que Flora, son épouse, n'était guère plus qu'une enfant, qu'elle n'avait même pas un an de plus que la fille qu'il avait eue de sa première femme. D'ailleurs, même s'ils étaient mariés depuis 6 mois, ils n'avaient emménagé dans cet appartement sur terrasse de Meredith Arms que depuis 2 semaines. Ils avaient consacré les 5 premiers mois de leur vie conjugale à une croisière voyage de noces dans la mer des Caraïbes. À 60 ans, Mark Corey était encore un homme élégant, fortement charpenté, mais sans un pouce de graisse. Il était tellement fier de sa condition physique qu'il ne lui était jamais venu à l'esprit que sa nouvelle femme, si jeune, ait pu l'épouser pour son argent plutôt que par amour. Il avait terminé de laver et de suspendre les épreuves photographiques qu'il venait tout juste de développer. Il quitta la chambre noire et déboucha directement dans la grande pièce. C'était sa fille Dixie, accompagnée de Charlie Merton, qui venait de monter par l'ascenseur. Cet ascenseur qui faisait tant de bruit. Dixie Corey avait 22 ans. C'était une blonde mince, à la beauté froide, qui avait toujours l'air ennuyée, expression qu'elle cultivait soigneusement. Sa mère, la première Madame Corey, était morte alors que Dixie avait 12 ans. Son père avait résolu le problème de son éducation en l'envoyant en pension dans les meilleurs collèges. Pendant toutes ces années, elle avait consacré ses vacances à visiter l'Europe. Le résultat était que Mark Corey ne connaissait pas particulièrement sa fille et que sa fille, Dixie, avait choisi le retour de voyage de noces de son père pour venir s'installer chez lui pour la première fois depuis son enfance. Alors, papa, toujours passionné par la photographie? Au fait, où est la jeune mariée? Où est la belle Flora? Flora devrait revenir de ses courses d'une minute à l'autre, mon enfant. Charlie, si tu nous préparais des cocktails. Charlie Merton était musclé, élégant et très brun. 5 ans plus tôt, quand Mark Corey s'occupait encore activement de ses raquettes, il l'avait promu de la situation de tueur à gages à celle de garde du corps personnel. Depuis qu'il avait pris sa retraite, Mark Corey n'avait plus besoin d'un garde du corps, mais il avait conservé Charlie à son service. Corey tirait toujours des revenus de l'organisation criminelle qu'il avait créée, mais sa position était maintenant celle d'un président honoraire. On lui demandait souvent son avis, mais c'était maintenant Leo Rutsky, celui que Corey avait désigné comme le boss, quand il avait pris sa retraite, qui avait besoin d'un garde du corps. Flora n'était pas encore revenue de ses courses quand Charlie eut fini de préparer les cocktails. Charlie prit son verre et se rendit près de la baie vitrée, d'où il pouvait regarder l'immeuble commercial de 15 étages qui était de l'autre côté de la rue. « Monsieur Corey, vous voyez la 3e fenêtre à partir de l'extrémité à l'avant-dernier étage? Eh ben, hier, j'ai vu un type qui bécotait sa secrétaire. » « Mais comment diable as-tu pu voir ce qui se passait de si loin, Charlie? »« Ah ben, j'avais des jumelles, monsieur Corey. »« Espèce de voyeur !» s'exclama Dixie. Elle fit demi-tour pour s'éloigner de la fenêtre. C'est alors que le verre qu'elle tenait à la main vola en éclats, l'éclaboussant elle et le garde du corps.
Dixie regarda sans comprendre le pied du verre qu'elle tenait toujours à la main. Charlie laissa tomber son verre, se jeta sur Dixie et la projeta par terre en même temps que lui. Corey se jeta à quatre pattes et alla jusqu'à la fenêtre, saisit les cordons de tirage et baissa les rideaux. « Ça, c'est un coup de fusil, monsieur Corey », dit Charlie, traversant la pièce pour aller examiner un petit trou dans le bois du bar. « Mais je croyais que t'étais retiré des affaires, papa !» s'écria Dixie. « Ouvrez les rideaux maintenant, monsieur Corey. S'il s'agit d'un tueur professionnel, il a eu le temps de se débarrasser de son arme et il doit être loin. Charlie, traverse la rue et va voir sur le toit. C'est de là qu'est parti le coup de fusil. » Alors que le garde du corps disparaissait, la grosse cuisinière femme de chambre, qui était d'un certain âge, fit son apparition. « Nous avons cassé un verre, Madame Lisher. Prenez l'aspirateur. Il y a des quantités de débris sur la moquette. » Madame Lisher avait eu le temps de terminer son nettoyage, mais Charlie n'était pas encore revenu quand Flora arriva un quart d'heure après. C'était une rousse, belle à vous couper le souffle. Flora déposa la demi-douzaine de paquets qu'elle portait, dit froidement bonjour à Dixie, puis embrassa légèrement son mari sur la joue. « Je suis désolé d'être en retard, Marc, mais un mauvais plaisant a mis une bombe fumigène sous le capot de la voiture et j'ai failli piquer une crise de nerfs. Quand la bombe a explosé, j'ai arrêté le moteur, je suis descendu de voiture et j'ai couru sur le trottoir. La circulation a bien évidemment été interrompue sur plusieurs centaines de mètres avant l'arrivée de la police. » « Est-ce que les flics t'ont questionné, Flora ?»« Ben oui, ils voulaient savoir si j'avais une idée sur l'identité du mauvais plaisant, où je m'étais garé, et toute cette sorte de choses. Bien, je vais porter mes paquets dans ma chambre. » Tandis que Flora disparaissait par la voûte de la salle à manger, Dixie demanda « Papa, tu vas parler à Flora du coup de fusil ?»« Non, Dixie, non, inutile de l'inquiéter. » répondit Corey en haussant les épaules. Le grincement épouvantable de l'ascenseur indiqua le retour de Charlie. Quand il entra, Marc Corey s'était saisi du téléphone. « Je veux qu'on répare ce fichu ascenseur !» disait-il au gérant de l'immeuble. « Il fait un tel bruit qu'on croirait que le câble va se rompre. Un de ces jours, il y aura un accident mortel. Faites-le réparer si vous tenez à toucher votre loyer. » Et il raccrocha brutalement. « Alors, Charlie ?» Charlie lui tendit une douille vide. « Calibre 30-30, monsieur Corey, probablement tiré avec un fusil à lunettes. Ce que je comprends pas, voyez, c'est comment il a pu manquer son coup à cette distance. » Corey revint vers le bar et composa un numéro de téléphone. Il demanda à parler à Léo Rutsky. « Léo, il y a environ une demi-heure, on a tiré sur moi, non jugé, avec un fusil de calibre 30-30, je crois, du haut du toit de l'immeuble qui se trouve de l'autre côté de la rue. T'aurais rien appris sur moi que t'aurais oublié de me dire ?»« Non, rien de ce genre, Marc. Qui pourrait vouloir te descendre ?»« Bah, c'est bien ce que je me demande, Léo. Tâche de savoir qui peut bien m'en vouloir, et rappelle-moi dès que tu sais quelque chose. » Le lendemain matin, qui était un mardi, Flora avait rendez-vous dans un salon de coiffure. Dixie, elle, s'était rendue à une exposition de peinture et Madame Lisher était allée faire sa commande à l'épicerie. Corey et Charlie étaient donc seuls quand arriva le courrier. Au milieu des diverses lettres se trouvait une longue enveloppe adressée à Marc Corey. La lettre, comme l'enveloppe, était dactylographiée et disait ceci. « Cher monsieur Corey, la balle d'hier soir était bien destinée au verre que tenait votre fille. Plus exactement, c'était l'olive qui était dans le verre que je visais. C'est moi aussi qui ai mis une bombe fumigène sous le capot de la voiture de votre femme. Je pourrais tuer l'une ou l'autre de ces deux femmes dès que je le désirerais. Par exemple, je sais que ce matin, votre femme est chez le coiffeur et que votre fille est à l'exposition du Metropolitan Art Museum. À peu près au moment où vous lirez ces lignes, j'entrerai dans le salon de coiffure,
je jetterai une pièce de 10 cents sur les genoux de votre femme, juste pour vous montrer combien il me serait facile de faire beaucoup mieux. Environ 1 heure avant, j'aurais été au Metropolitan Art Museum et j'aurais fait une tache d'encre sur la robe de votre fille, entre les 2 épaules. Le prix à payer est de 250 000 $. Vous pouvez réunir cette somme en billets de 20 $ usagés, non marqués. Vous recevrez d'autres instructions demain. Si vous ne payez pas, Monsieur Corey, votre fille et votre femme mourront toutes les 2. À demain. Signé X. Qui est ce X? Qui est l'auteur de cette lettre? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Après avoir lu cette lettre, Corey l'attendit à Charlie. Puis il appela le salon de coiffure où se trouvait Flora. « Allô, Flora? Dis-moi, il n'est rien arrivé d'inhabituel ?» « Si, Marc, mais comment le sais-tu? En effet, un homme est entré dans le salon et m'a acheté une pièce de 10 cents sur les genoux. Après quoi, il est parti. » « À quoi ressemblait ce type? » « Mais j'étais sous le casque, Marc. Je lisais une revue. Le temps que je lève les yeux, il était sorti. » Corey coupa la communication et appela Léo Rutsky. Celui-ci arriva 15 minutes plus tard. « Que penses-tu de cette lettre, Léo? » Après avoir lu la lettre, Léo Rutsky réfléchit avant de répondre. « Quel qu'il soit, celui qui a écrit cette lettre a reçu une bonne éducation, ce qui automatiquement élimine presque tous les membres de l'organisation. »« Je suis convaincu du contraire, » dit Corey. « Il en sait trop sur Flora et sur Dixie. »« Marc, es-tu sûr de ta femme de ménage? »« Madame Lischer? »« Pourquoi pas, c'est une idée. Fais-la suivre, Léo. Ensuite, commence à réunir les 250 000 $ en billets de vin. Nous allons d'abord payer, puis nous nous occuperons de récupérer l'argent une fois les filles mises hors de danger. »« D'accord, Marc, » dit Léo Rutsky en se levant. « Je vais aller immédiatement à la banque et je m'occuperai de la rançon. » À son retour vers midi, Flora déclara que personne au salon de coiffure n'avait été capable de donner le signalement de l'homme qui lui avait lancé une pièce de 10 cents sur les genoux. C'est à ce moment-là que Dixie revint de son exposition. Quand elle s'arrêta pour féliciter Flora sur sa nouvelle coiffure, Corey s'arrangea pour passer discrètement derrière elle. Dixie portait une robe blanche. Elle avait une tache d'encre bleue à la hauteur de l'omoplate gauche. Le mercredi matin, une autre enveloppe de format administratif arriva par le courrier. La lettre était ainsi conçue. « Cher Monsieur Corey, j'étais de l'autre côté de la rue avec des jumelles et je regardais dans l'entrée de votre appartement à travers la porte vitrée quand votre larbin est allé chercher le courrier. Vous avez maintenant 10 minutes pour me signifier que vous acceptez mes conditions. Pour me donner le signal voulu, vous n'avez qu'à éclairer l'extérieur de votre fenêtre. Par ce signal, vous me faites savoir que vous acceptez de me payer avec des billets usagés, non marqués, que vous emballerez dans une seule valise, que tout cela sera fait demain, au moment de l'arrivée du courrier, et que vous êtes prêt à obéir aux instructions de livraison que vous recevrez par ce courrier. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à me faire le signal convenu ou à embrasser une dernière fois votre femme et votre fille. À demain donc, cher Monsieur Corey, signé X. Corey décida de donner le signal. Puis, il téléphona à Léo Rutsky. « Apporte l'argent ici vers 9 h ce soir, Léo. Je veux que tout le paquet soit dans une valise unique.
As-tu appris quelque chose sur Madame Lischer? Non, Marc, rien que des indications négatives. Elle n'a rencontré personne qui pourrait être notre type. Afin d'éviter d'éventuelles questions sur la valise, Corey s'arrangea pour être seul chez lui quand Léo arriverait. Il envoya sa femme et Dixie au cinéma en compagnie de Charlie et il proposa à Madame Lischer de passer la soirée dehors, elle aussi. Rutsky, accompagné comme à l'ordinaire de son garde du corps, arriva à 9h exactement, portant une valise. Corey la lui prit des mains et l'emporta dans sa chambre noire. La valise était lourde car elle contenait 125 paquets de billets de banque. Après le départ de Rutsky et de son garde du corps, Corey retourna dans la chambre noire et alluma une forte ampoule. Ayant ouvert la valise, il posa les 125 liasses de billets sur une étagère, de manière à ce que toutes les rangées se touchent. Il les disposa en 5 rangées de 25 liasses. Quand tout l'argent fut ainsi disposé, Corey prit une paire de gants de caoutchouc dans un tiroir et les enfila. Sur un rayon, il prit une grande bouteille de poudre blanche cristalline et en saupoudra fortement chacun des paquets de billets. Il remit ensuite l'argent dans la valise, puis lava soigneusement les gants de caoutchouc avant de les ôter. Il les étendit ensuite sur le fil où il laissait d'habitude sécher ses épreuves photographiques. Il éteignit la lumière, sortit et ferma à clé la chambre noire derrière lui. Le jeudi matin, Flora et Dixie étaient toutes les deux sorties quand le courrier arriva. L'enveloppe de format administratif était là. La lettre qu'elle contenait était ainsi rédigée. Cher Monsieur Corey, c'est votre larbin, Charlie, qui va servir de livreur. À un pâté de maison au nord de l'entrée principale des Meredith Arms se trouve une pharmacie de nuit où il y a 3 cabines téléphoniques. À 11h15 exactement, le téléphone de la cabine centrale sonnera. Et il vaudrait mieux que votre larbin Charlie soit là pour répondre. Il fera aussi bien d'avoir avec lui la valise, et il fera encore mieux d'être seul. S'il n'était pas seul, ou s'il était surveillé, tout serait annulé, avec les conséquences que cela comporterait. Signé X. Corey regarda sa montre. Le courrier avait eu quelques minutes de retard ce jour-là. Il était déjà 10h55. Il ouvrit la porte de la chambre noire et donna la valise à Charlie. Charlie ne resta pas absent plus d'1 heure. À son retour, il expliqua que, selon le plan prévu, une fois dans la cabine téléphonique, une voix d'homme, manifestement déguisée, lui avait dit de prendre le prochain autobus allant vers le sud, de descendre à l'intersection de Grand Avenue et du marché, où se trouvait une autre cabine téléphonique qui devait sonner à 11h30. Là, la même voix lui avait dit d'aller à pied jusqu'à une station du marché, de prendre un taxi pour aller vers Spring Street, puis, à 2 pâtés de maison au sud, faire arrêter le taxi dans une ruelle, déposer la valise derrière une poubelle, reprendre le taxi et s'éloigner. Charlie termina son récit en disant « Il n'y avait personne en vue quand j'ai abandonné l'argent, Monsieur Corey, mais je pense que le type devait me surveiller d'un endroit quelconque. » Marc Corey ressentait tout à coup la tension nerveuse à laquelle il avait été soumis. Il demanda à Charlie d'accompagner Flora au cinéma et, brisé de fatigue, se coucha tôt. Il s'endormit presque tout de suite et ne les entendit même pas rentrer. Le vendredi était le jour de congé de Madame Lischer. Corey se leva à 8h pour se préparer tout seul son petit déjeuner. 1 heure plus tard, il lisait le journal dans la grande pièce quand Charlie y pénétra.
Charlie n'avait jamais pu se débarrasser de l'habitude de porter un revolver. Et comme d'habitude, il avait sous le bras un étui contenant un revolver à canon court de calibre 38. Charlie semblait un peu nerveux. Il se frottait les mains l'une contre l'autre et regardait ses doigts sans comprendre. « Qu'est-ce qui se passe, mon petit Charlie ?»« Je sais pas, monsieur Corey. J'ai une sorte de tache noire sur les doigts qui veut pas partir. »« Ah, une sorte de tache noire, mon petit Charlie. Bouge pas, je vais arranger ça, mon vieux. » Corey se leva et se rendit dans la chambre noire où il disparut un instant. Quand il en ressortit, il avait à la main un 45 automatique et visait Charlie, qui lui n'avait pas l'air de comprendre du tout ce qui se passait. « Mon pauvre Charlie, si t'avais un peu de cervelle, tu te serais dispensé de mettre les doigts sur l'argent que tu devais livrer hier. Vois-tu, j'ai saupoudré les billets avec du nitrate d'argent. De sorte que, dès que tu t'es lavé les mains, tu as formé une solution de nitrate d'argent qui s'est incrustée dans ta peau. Dès qu'il y a eu de la lumière, ta peau a noirci et il est impossible de se débarrasser de cette tache, pas plus qu'on ne peut effacer une photographie. J'aurais dû deviner que c'était toi quand tu n'as pas montré la moindre colère alors que dans toutes les lettres, on te traitait de larbin. Ton associé doit avoir le sens de l'humour. À propos, qui est-ce ton associé, mon petit Charlie? C'est à ce moment-là que Flora entra dans la salle à manger, habillée pour sortir. Flora, chérie, s'il te plaît, prends le revolver de Charlie dans son étui, sous son bras. Flora prit le revolver dans l'étui de Charlie. Puis, passant derrière son mari, elle le lui mit brutalement dans le dos. « Pose ton revolver sur le bar, Marc. » Corey obéit lentement. Charlie ramassa l'automatique, mit le cran de sûreté et le glissa dans sa poche. Quand Corey fit face au couple, Flora ôta ses gants. Elle les jeta sur le bar et Marc regarda sans surprise les doigts noircis de sa femme. « Dis-moi, Flora, je pense que tu as inventé de toutes pièces les histoires de la bombe fumigène et du type à la pièce de 10 cents, mais comment t'es-tu arrangé pour faire cette tache d'encre dans le dos de Dixie? » « Je l'ai faite avant qu'elle ne parte le matin, mon cher Marc. » Vous n'êtes que deux imbéciles. Vous ne vous en tirerez pas, ni l'un ni l'autre. Vous ne pourrez jamais aller assez loin pour que je ne vous retrouve pas. Nous ne pensions pas que tu découvrirais le poteau rose, mon cher Marc, dit Flora. Charlie devait rester encore 2 mois avant de trouver un nouveau travail. Et moi, je devais attendre 2 autres mois avant de demander le divorce. Ah, si tu ne m'avais pas fait signer ce contrat de mariage par lequel j'abandonnais tous mes droits à ta fortune, nous nous serions arrangés pour faire de moi une riche veuve. Mais tu avais ce contrat comme assurance sur la vie. C'était idiot de n'être qu'une veuve sans le sou. C'est avec tristesse que Charlie dit alors: « Flora, je crois bien que de toute manière, il faudra te transformer en veuve maintenant. Nous n'avons pas le choix, poupée. » « Vous êtes cuit, espèce d'idiot !» dit Corey. « Croyez-vous que vous échapperez à Léo Rutsky? Il vous poursuivra jusqu'au bout du monde. » « Non, Marc, pas si c'est un accident, » dit Flora. « Tu t'es toujours tellement plaint de cet ascenseur depuis que nous avons emménagé. Tu as même téléphoné au gérant de l'immeuble pour lui dire que le câble pouvait casser et tuer quelqu'un. Charlie se chargera de casser le câble. N'est-ce pas, Charlie, chéri? J'ai toujours eu du goût pour la mécanique, répondit Charlie, qui, passant derrière Corey, lui asséna un grand coup de revolver sur le crâne. Dans l'ascenseur, Marc Corey se réveilla à moitié. Oh,
Pas longtemps, mais juste assez pour se rendre compte, au cours des dernières secondes de sa vie, que Charlie avait effectivement résolu ce problème. Du haut de ses 15 étages, l'ascenseur se précipitait vers le bas, de plus en plus vite.